Bien, bonjour et bienvenue à cette première émission, première d'une série qui va porter sur la littérature et sur l'écriture. Une série d'émissions qui est enregistrée ici à la bouquinerie L'Oméga à Thetford Mines, mais qui va aussi rejoindre deux régions, c'est-à-dire la région des Appalaches et la région de la Beauce. Donc, à chaque semaine, nous aurons deux invités qui écrivent, un qui nous vient, comme je disais, de la Beauce et l'autre d'ici. Donc, évidemment, pour commencer immédiatement, je vais vous présenter ma première invitée. Ma première invitée écrit, je pense, je dirais depuis toujours, à ce que je sache, et est très connue ici, mais elle est aussi connue probablement à travers le Québec et peut-être même ailleurs, ce qu'on va voir avec elle, au niveau de la littérature. Danielle Dussault. Je vous présente Danielle. Bonjour, Danielle. Bonjour, Mario. Bon, Danielle, si vous voulez, comme on a toujours peu de temps, on va tout de suite parler de votre écriture. Parler d'un des livres que moi j'ai adoré, qui s'appelle Camille ou la fibre de l'amiante. Camille ou la fibre de l'amiante, c'est un roman qui se passe ici. Et si je ne me trompe pas, c'est une des premières fois où vous avez vraiment été dans le milieu thetfordois du début jusqu'à la fin, dans vos livres. En fait, dans ce livre-là, c'était vraiment la première fois que je prenais le temps de me documenter sur notre histoire régionale, l'histoire de Thetford, l'histoire des mines. Cette histoire-là, depuis la Première Guerre mondiale jusque dans les années 70 à peu près. La technique d'écriture est complètement différente parce qu'on part vraiment de l'histoire. Et donc, on se documente, et après ça, une fois qu'on est nourri de cette histoire-là, moi, j'ai commencé à écrire le livre. Alors, c'était une technique tout à fait différente pour moi, et j'ai adoré l'expérience parce qu'on fouille dans les archives, notamment au cégep de Thetford, il y a les archives où on peut aller consulter les journaux sur place. Et j'ai fait des tas de découvertes intéressantes. Il y a des photos aussi. Et je me rappelle, il y a un passage dans le livre, il y a un chapitre dans le livre où je m'inspire d'une photo pour parler de la fameuse grippe espagnole qui sévissait à l'époque. Vous dites inspiré, c'est ça. Il faut quand même savoir que c'est un roman. Ce n'est pas un fait véridique, ce que vous racontez dans le livre. Tout ce qu'il y a dans le livre, c'est de la fiction, mais ça s'inspire de lectures de journaux d'époque, okay, de photos, de mini-reportages, même de films d'archives, parce qu'il y a beaucoup de films d'archives qui ont été faits sur Thetford. Alors, à partir de ça, on peut inventer un monde et des personnages aussi qui, bon, évidemment, qui sont purement fictifs dans ce livre-là, dans le roman. Oui, parce que on retrouve Danielle Dussault dans ce livre-là. Pareil, on retrouve l'écriture de Danielle, même si c'était une première incursion, comme vous dites, on retrouve toute la poésie qui entoure votre écriture. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous avez sorti Camille, Stanley Péan, qui était à la presse à l'époque, qui est maintenant président de l'Union des écrivains, je vous vois sourire. Vous avez comparé à Anne Hébert. Bien, je pense quand on commence à écrire, on essaie d'imiter le style d'auteur qu'on aime bien. Mais à force d'écrire, quand on fait plusieurs œuvres, on finit par adopter et à avoir un style qui nous est personnel. Et dans mon cas, la poésie, ça fait partie de mon écriture, même si j'essayais d'écrire autrement ou que j'essayais d'avoir une écriture beaucoup plus dénuée au plan de la poésie, je ne pense pas que j'y arriverais. Donc, c'est comme une rythmique interne, c'est une sonorité interne aussi, on entend les mots d'une certaine manière. Et ça paraît dans mon écriture, malgré le fait que je tentais d'avoir une écriture plus dénuée. La poésie, ça fait partie de mon écriture. Justement, je pense pour donner un petit aperçu, un genre d'avant-goût, si on veut. Au début, vous dites « Je suis revenu parmi eux, mais ils ne m'ont pas reconnu. Je marche dans ma propre ville comme un étranger, depuis longtemps solitaire, devancier de la scène d'isolement qui s'offre à mes yeux. Les dunes au loin, avec leurs longues filées de convoyeurs, semblent vouloir rattraper le ciel gris. C'est une image de camp de concentration, quelque chose qui évoque le secret d'opérations illicites. Je reste près des mines. Je n'avais jamais vu les mines de cette façon-là. En fait, j'ai imaginé un personnage qui revenait
chez lui à Thetford après plusieurs années d'absence. Un personnage qui avait vécu dans son enfance dans le quartier de Saint-Maurice. Et comme vous le savez, Saint-Maurice, c'est tout un quartier qui a été déménagé dans les années 70. Et ce personnage-là revient dans son quartier, puis il reconnaît rien parce que toutes les maisons ont été déménagées. Il n'y a que des ronces, des pierres, tout est dénué. Et il revient, il revoit toute cette scène-là, il ne reconnaît pas son quartier. Et ce qui est étonnant, c'est vraiment en marchant dans le quartier de Saint-Maurice, où j'ai vu, c'est en fait le cimetière, et on voit des restants de ruelles, des restants de pierres des maisons, des fondations des maisons. Et c'est en marchant dans ce quartier-là que m'est venue cette fameuse scène-là. Et étonnamment, quand j'ai fini d'écrire le livre, je reçois un appel un jour. C'est un monsieur qui revenait à Thetford après plusieurs années d'absence. Et lui, s'était complètement identifié au personnage. Il revivait à travers ce personnage-là des émotions que j'avais prêtées de façon purement fictive au personnage. Mais lui pouvait se reconnaître et s'identifier parce qu'il était revenu à Saint-Maurice. Évidemment, il avait entendu parler du fameux déménagement, mais de voir les faits, de voir la réalité d'un quartier où il y a eu toute une vie, un quartier qui disparaît complètement, c'est fascinant dans les faits. Et ce livre-là, ça vient vraiment d'une autre expérience assez forte pour moi. À l'époque, on avait le droit d'aller visiter les mines souterraines. Ça fait plusieurs années, et puis j'avais fait partie d'un convoi de personnes qui allaient visiter les mines souterraines, et juste de voir ces méandres-là qui serpentaient sous la ville, de prendre l'ascenseur qui descend pour aller sous terre, de se rendre compte que d'imaginer que des hommes travaillent 7, 8, 9 heures, 10 heures par jour sous terre, sans voir la lumière du jour, c'est un monde, c'est vraiment fascinant. Et à l'origine, c'était cette visite-là des mines, moi, qui m'avait inspirée. Presque surréaliste, même. Oui. À un certain degré, là. C'est vraiment un monde tout à fait particulier, de voir aussi les murs grillagés, de se dire, bon, on essaie de faire des murs de soutènement pour pas que les grilles, pour pas que les galeries s'affaissent. C'est d'imaginer ça nourrit un imaginaire, bien sûr, d'écrivains. Les mots, c'est important. Le choix. Parce qu'on dirait que chaque mot dans ce livre-là a été étudié. Et vraiment, là, je pourrais en lire des extraits sans arrêt, mais par contre, on n'a peut-être pas assez de temps. Les mots, comment vous travaillez avec les mots? Les mots doivent, à mon avis, venir d'une intention, bien sûr, mais aussi d'un poids intérieur. Il faut les sentir intérieurement. Pour que l'écriture ait un sens ou ait justement un poids ou une densité, il faut vraiment les sentir monter de l'intérieur. Alors peut-être que des mots qui décrivent des réalités là-dedans, qui sont pas nécessairement du langage courant, mais en sentant de l'intérieur l'effet ou la pesanteur de ce mot-là, ça donne toute une dimension. Est-ce qu'ils viennent spontanément? Non, c'est du travail. C'est du travail. Je pense que il y a certains mots qui viennent spontanément, mais j'ai fait une expérience d'écriture dernièrement qui était assez extraordinaire. Ça faisait plusieurs fois que je revoyais un film allemand, 4 Minuten, 4 minutes. L'histoire, en gros, c'est l'histoire d'une femme, une vieille femme qui enseigne le piano dans une prison. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Il y a beaucoup de musique dans l'histoire de ce film-là. Et j'ai vu le film plusieurs fois, et en très peu de temps, j'ai voulu écrire une chanson. La chanson est née de façon presque spontanée, mais ça a pris un temps avant que cette chanson-là vienne. Ça a pris un temps de visionnement, de mûrissement. Et les choses arrivent... parfois, on pense que c'est spontané, mais c'est parce que c'était là en train de mûrir depuis un bout de temps. Est-ce que c'est Daniel Dussault, maintenant, auteur de chansons, qu'on s'apprête à découvrir? Je pense que l'écriture, peu importe ce que je vais faire, ça va me suivre tout le temps. Okay. C'est toujours en arrière-plan. Même dans ma profession d'enseignement, je vois très rapidement les élèves qui ont déjà une propension, qui ont une portée vers l'écriture.
Et on croit à tort que les élèves ne savent plus écrire. C'est faux parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont une trempe d'écrivains, qui veulent écrire, qui aiment écrire. Et qu'on écrive des chansons, qu'on écrive pour le cinéma, l'écriture, ça reste quand même à la base de départ d'une œuvre. Et est-ce qu'il y a d'autres livres qui s'en viennent? Malgré la chanson, ou si la chanson va prendre tout l'espace? Il y a beaucoup de textes de chansons qui s'en viennent. OK. Il y a un livre qui est présentement chez l'éditeur, mais j'en ai pas encore de nouvelles. C'est un livre que j'ai écrit sur mes liens des liens entre la poésie, l'opéra, la musique. Mais c'est une fiction, c'est un petit roman. Mais j'attends des nouvelles de ça. Et il y a un recueil qui va sortir en 2010 ou en 2011 à Québec, Amérique, dans la collection Mains libres. C'est un petit recueil qui s'appelle Merci. Et c'est fait de différents petits textes sur de petits sujets. Dans le genre de la nouvelle? Ou... Parce que je sais que vous avez écrit beaucoup de nouvelles aussi. Plus limité que la nouvelle. C'est une technique que j'ai essayé de mettre au point, c'est-à-dire que je prenais un sujet d'inspiration, une femme qui marche dans un parc, par exemple. Et j'écrivais sur cette femme-là une page, une demi-page, par petit sujet. Alors, c'est intéressant, ça a une allure un peu récitative, une allure un peu poétique, parce que c'est très court. Puis, il y a aussi en arrière de ça un projet avec mon frère qui est photographe, où lui prend des photos et moi, j'écrivais les textes à partir des photos. Et ça va sortir quand, ça, chez En 2011, probablement. 2011, donc on a encore un an à attendre. Ah oui. En terminant, juste avant de vous quitter, on a parlé de votre écriture, mais ça serait peut-être intéressant aussi de savoir un petit peu qui est Daniel Dussault. Alors, pour que ça soit très rapide, on a pris ce qui s'appelle le questionnaire de Proust. Le questionnaire de Proust, c'est une idée qui avait été envoyée à Marcel Proust et que Bernard Pivot avait repris dans son émission. Il y en a qui vont dire qu'on l'a copié, qu'on a copié Bernard Pivot. On ne l'a pas copié, on l'a littéralement volé. Ça fait que c'est carrément le questionnaire de Proust. Donc, vous ne réfléchissez pas. Je vous lance et vous me répondez sur les petites phrases que je vous dis. Ma vertu préférée? Je ne réfléchis pas. Je vais dire la patience, mais là, je vais faire rire les gens quand ils vont m'entendre dire que c'est ma vertu préférée. La qualité que je préfère chez les hommes? L'honnêteté. La qualité que je préfère chez les femmes? Le courage. Mon principal défaut? L'impatience. Ma principale qualité? Le courage. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis? Leur présence. Votre mot préféré? Lumière. Le mot que vous détestez le plus? Je sais pas. C'est correct aussi. On a le droit d'aimer tous les mots. Votre devise? Ma devise. Un jour à la fois. Merci beaucoup, Daniel. Au plaisir de vous relire. Merci. Eh bien, maintenant, sans plus tarder, nous allons rejoindre Maryse Pomerleau de la bibliothèque Lis beaucoup, qui va vous faire son choix de lecture, jeunesse ou BD. Alors, je pars immédiatement rejoindre Maryse. Oh bien, Maryse, comme 2 minutes, c'est très court, que je ne veux pas empiéter sur le temps qui vous est alloué. Je vais vous demander tout de suite de nous parler de votre choix de lecture jeunesse. Oui, bien, c'est un album jeunesse, bien évidemment. Il est classé 9-15 ans. Cependant, le choix a été dans le sens que je considère qu'il vieillit bien, qu'il n'y a pas d'âge, cet album-là, et surtout qu'il peut se lire en famille. Toute la famille peut le lire en même temps, sous le sofa, comme on écouterait un film le samedi soir. Donc, l'histoire de ça, c'est évidemment, c'est un botaniste anglais qui part, et ça se passe en 1863, il part avec son fils de 12 ans, William, pour faire le tour du monde, mais pour répertorier les végétaux. Naturellement, comme tout bon voyage autour du monde, il y a un naufrage, et ce sont des dauphins qui sauvent ces deux personnages-là et les déposent sur une île. Pas une île déserte comme Robinson Crusoe, pas un pays intemporel comme les voyages de Gulliver, mais sur un continent inconnu, Dinotopia. Donc, on peut s'attendre à ce que, justement, il y ait des dinosaures sur ce continent-là. Et effectivement, les dinosaures sont là depuis plusieurs années, mais au fil des ans,
tous les rescapés de ces naufrages-là qui ont abouti sur Dinotopia, bien, ça veut dire que les dinosaures, ils sont intelligents, ils sont pacifiques, ils sont sages et certains même ont un langage. Donc, les humains les côtoient depuis quelques siècles. Donc, c'est tout ça. Mais la beauté de cet album-là, c'est non seulement la magie de l'aventure puis la magie de ces mondes-là, mais c'est la signature de l'album. Parce que, comme on voit, il est comme jauni. Il est comme sur papier, acidulé. Donc, c'est comme un vieux carnet de notes de voyage, un vieux journal de bord. Donc, le professeur, le personnage principal de l'histoire, le professeur Denison, lui, c'est son carnet de voyage. Donc, à tous les jours, il prend note des dinosaures qu'il rencontre, même de l'alphabet dinotopien, même du végétal et de tout. Même, il y a des objets volants et tout ça. Les sports, parce qu'il y a des sports, il y a des Olympiques sur Dinotopia. Donc, justement, il dessine au crayon, comme dans son carnet de notes. Et il Marie, dessine. je vous disais que c'est court, 2 minutes. Oui, c'est court comme ça, c'est terminé. Merci. On va aller le chercher à la bibliothèque. Bien, c'est sûr. Il y a une suite à ça, d'ailleurs. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, mon prochain invité nous vient de Saint-Prosper, il est natif de Saint-Prosper, et il a été dans l'enseignement un petit peu plus de 30 ans. Donc, c'est peut-être le fil conducteur, en fait, de cette émission-là. On aurait pu facilement l'appeler de l'enseignement à l'écriture ou de l'écriture à l'enseignement, vice-versa, un ayant amené peut-être l'autre à se choisir un domaine. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec M. Jacques Bernard. M. Bernard, qui est aussi éditeur, les éditions du Mécène, dont on va parler aussi plus à fond tantôt. Alors, bonjour, M. Bernard. Bonjour. Comme je disais, est-ce que l'enseignement a eu quelque chose à faire dans votre décision d'aller vers la littérature un jour, ou si les deux se sont toujours chevauchés? Bon, je pense comme beaucoup de personnes qui écrivent ou qui aspirent à la publication, ça commence souvent très tôt, très jeune. Et ça a été en tout cas ma situation à moi. J'ai commencé à écrire très tôt. Je me suis intéressé à la lecture, à l'écriture. Les études ont amplifié ça. La carrière dans l'enseignement du français a simplement permis à la fois pour moi de continuer de jouer avec les mots, mais aussi de permettre à des jeunes de découvrir le plaisir de jouer avec les mots. Et de fil en aiguille, ben, après 30 ans et plus de métier, ben, j'ai continué de jouer avec les mots des autres, cette fois-là, en fondant la maison d'édition, les éditions du Mécène. Fait que quelque part, mon parcours ressemble à peu de choses près, peut-être à beaucoup d'autres qui écrivent. C'est que les mots m'accompagnent depuis fort longtemps. Vous parlez de jeu, de jouer avec les mots. Les mots sont un jeu? Essentiellement, pour moi, sans que ce soit exclusivement ça, les mots, j'aime à dire que si on aime les mots vont nous aimer. Donc, en quelque part, on joue avec eux. Bien sûr, il y a des situations d'écriture qui sont plus exigeantes, des commandes particulières à ce moment-là où on est obligé de rentrer dans un cadre et tout et tout. Mais quand on fait appel à ses émotions, à sa sensibilité, quand on fait appel à son imaginaire, il y a une part ludique là-dedans. Il y a des auteurs qui disent avoir travaillé, sué sang et eau sur leur écriture. J'ai rien contre ça. Mais pour moi, sans prétendre que c'est plus facile que d'autres, je suis peut-être paresseux aussi. C'est peut-être ça la base. Je suis peut-être foncièrement paresseux, mais j'aime l'écriture dans sa spontanéité. Bien sûr, il y a du travail après ça. Mais au départ, c'est de la spontanéité, c'est du jeu. Vous avez mentionné commande. Et justement, j'ai ici avec moi votre premier ouvrage, le premier ouvrage aussi qui a été publié aux éditions du Mécène, qui s'appelle « Aphorismes et autres mesures de moi-même, des autres et du reste », fragment 1, Nature, mots, éducation, temps. Et je l'ouvre ici et je vois, j'ai beaucoup écrit sur commande, mais on n'a pas toujours apprécié le produit livré. Est-ce que c'est dur, la commande? Sur les 3500 aphorismes, il va en trouver un tout spécial. On pourrait quasiment penser que c'était arrangé, mais non. C'est qu'il y a des commandes, effectivement, qui sont pas faciles à rendre. C'est peut-être aussi une question de talent ou d'habileté que je n'ai pas. Et
En contrepartie, je dirais que malgré tous les efforts qu'on peut mettre parfois à tenter de livrer une commande au désir de celui ou celle qui en passe la commande, il y a des fois que la personne reçoit ça de curieuse façon. C'est parce que quand j'ai écrit ça... Je ne vous demanderai pas si c'était non ni d'exact. Non, mais simplement à titre indicatif, oui. C'est comme dans le métier, on m'avait demandé d'écrire à l'occasion du 25e de la polyvalente, l'histoire de la polyvalente. Et je me suis lancé dans une forme particulière pour répondre à cette commande-là. Puis disons que la moitié des lecteurs l'ont trouvée plaisante à cause de son originalité. L'autre moitié moins parce qu'il n'y avait pas leur nom cité et leur photo. Mais ça, bon, il faut faire avec, hein. Et là-dessus, je vous reviens avec un autre aphorisme. Le pire dans l'écriture, ce n'est pas de ne pas être lu, c'est de savoir qu'on ne veut pas te lire. Et ça reste vrai, ça, je pense, pour quiconque écrit. C'est que si tu publies ou tu mets des mots en face de quelqu'un et qu'il les repousse et qu'il ne veut rien savoir, ça t'interpelle toi en tant qu'auteur, mais force est de reconnaître que ça interpelle aussi notre perception du lecteur. Si un lecteur ne veut pas aller voir ce que l'on fait, et souvent, à partir de là, il porte un jugement de valeur sans connaître ce que l'on fait. Disons que ça a un petit côté qui peut être un petit peu dérangeant, pour ne pas dire frustrant. Mais ça fait partie d'eux, hein. C'est que tous les auteurs qui publient, même ceux qui font des best-sellers à des millions de copies à travers la planète, il y a quand même des gens qui ne les lisent pas. Ça fait partie d'eux. Il ne faut pas trop formaliser avec ces choses-là. Un dernier aphorisme sur les mots Il encore. va tous les fouiller dans le même espace. Hein? Mes mots ne trouvent pas preneur. Est-ce la valeur de mes mots ou la valeur des preneurs? Encore là, c'est la même chose. C'est que si on commence à s'interpeller en tant qu'auteur, ce que je fais, est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que c'est pourri? Les gens ne me lisent pas et patati patata. À ce moment-là, aussi bien aller faire du macramé. On écrit d'abord pour son propre plaisir, et tant mieux s'il y a des gens qui partagent notre plaisir dans la lecture de ce que on écrit. Mais en tout cas, moi, personnellement, réuni avec moi-même, je dirais que si je devais écrire exclusivement pour être lu, j'écrirais pas depuis des années. J'écris pratiquement encore à tous les jours. J'ai des milliers de pages d'écrites chez moi, qui seront peut-être jamais lus, mais mon plaisir, j'y tiens. Et tant mieux si, avant de crever, il y a quelqu'un qui découvre mes mots et il prend plaisir. Mais je n'écris pas au départ pour ça. Est-ce que vous les connaissez, vos lecteurs? Oh, j'en connais un certain nombre, parce que ça, c'est un livre que j'ai publié, mais j'ai publié d'autres choses. Oui. Et oui, je connais un certain nombre de mes lecteurs. J'ai des commentaires de mes lecteurs occasionnellement. J'ai encore, comme je disais au tout début de l'entrevue, des commandes. Et bon, je dois dire, je suis chanceux. La plupart des commandes que je livre sont bien accueillies. Donc, oui, je pense que mes mots, somme toute, sont appréciés, mais j'accepte volontiers qu'ils ne soient pas appréciés par tout le monde. Alors, on va terminer sur les aphorismes. Bon, les aphorismes, évidemment, vous avez compris ce que c'était avec la lecture. Il y en a des milliers, je ne sais pas combien de milliers, je ne les ai pas comptés. Dans ce livre-là, c'est aux alentours de 3500, mais il m'en reste encore à peu près 13-14 000 dans mes tiroirs. Mais je vois, c'est ça, parce que je vois des chiffres comme 13 768 et des choses comme ça, fait que je me dis, il y aurait de quoi encore en sortir plusieurs. D'ailleurs, bon, l'aphorisme aussi, le regretté Bruno Roy était aussi un spécialiste d'aphorisme, et c'est ce qu'il me disait aussi, qu'il s'est toujours amusé à réfléchir sur l'écriture. Bon, tout est sujet de réflexion. Les mots, les sons, les images, les impressions, tout est sujet de réflexion. Et quand on condense ça dans des petites formules de 2 lignes, 3 lignes, bon, quelque part, c'est fugitif, c'est fugace, ça disparaît peut-être dans la mémoire, mais le temps qu'on les a fait, c'était bien. Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, je sais qu'on se promène avec vous dans un parc près d'une rivière, on va manger, on a des goûts, des saveurs, des odeurs. Oui, ben c'est ça. Habituellement, j'ai toujours un crayon puis un bloc-notes avec moi, puis que ce soit n'importe où. S'il me vient quelque chose, compte tenu que la mémoire est une faculté qui oublie, et particulièrement la mienne, ben, je note des affaires. Et l'éditeur? Il y en est où, l'éditeur, là? Oh, mon Dieu, l'éditeur, après son enseignement, c'est une carrière d'enseignement, comme je disais tantôt, c'est que
Dans la Beauce-et-Chemin, à l'époque, il n'y avait pas de maison régionale pour soutenir le rêve des auteurs du coin. Puis, bon, et comme l'invité précédente disait que dans l'enseignement, on voit souvent des jeunes qui sont porteurs d'un imaginaire, d'une sensibilité, d'un talent en émergence. Moi, j'ai connu la même chose. Et je me suis dit, en prenant ma retraite, ce serait peut-être temps que j'investisse encore un peu de ma vie là-dedans. Fait que j'ai fondé une maison d'édition avec une formule un peu particulière, parce que c'est une maison à but non lucratif. Oui. Et dans mes rêves les plus fous, ben, je me disais peut-être 3-4 publications par année, avec des auteurs Beauce-et-Chemin ou aux alentours. Et ça, c'était en juin 2003. Et aujourd'hui, janvier 2010, ben, je dois dire que j'ai fait mon 73e lancement à Québec hier. J'ai des auteurs maintenant qui arrivent d'un peu partout. C'est à Saint-Prosper? C'est à Saint-Prosper. Et ce qui m'étonne moi-même, c'est que sans avoir les moyens de Québécois, c'est que le bouche-oreille fait son bonhomme de chemin. Et j'ai des auteurs qui arrivent maintenant d'un petit peu partout. Alors, ça s'appelle les éditions du Mécène. Je le dis pour, des fois, justement, qu'il y aurait des jeunes auteurs qui jeunes et moins jeunes. Ben, jeunes, des moins jeunes aussi. Là, c'est parce que pour ramener, comme on parlait, des jeunes, il y a de la place aussi chez vous pour les jeunes autant que les moins jeunes. Oui, bon, on peut être un jeune auteur à 80 ans. On discute avec vous, tout à fait. Ah, tout à fait. Tout moi, simplement, on va je me rends le plus possible disponible à rencontrer les auteurs pour que ça se fasse là, de manière pas impersonnelle par le biais d'un courriel ou autre, mais on se rencontre puis on partage le rêve de l'auteur. Eh bien, justement, pour ceux qui veulent rencontrer Jacques Bernard, on va faire la petite rencontre via le questionnaire de Proust. Ce que vous me disiez que vous aviez très hâte, d'ailleurs, d'y participer. Oh, j'adore ce genre de formule. Alors, ma vertu préférée? L'honnêteté. La qualité que je préfère chez les hommes? Je dirais la même chose, l'honnêteté. La qualité que je préfère chez les femmes? Je ne serais pas original, mais c'est quand même une qualité importante. Mon principal défaut? Ouf! À la quantité, en choisir un, c'est peut-être l'hypersensibilité. Ma principale qualité? L'hypersensibilité. Votre mot préféré? Le mot « mot ». Le mot que vous détestez le plus? Ah, l'envie. Si vous n'étiez pas vous-même, qui auriez-vous aimé être? Oh, petit Jésus. Non, je ne sais pas ce que j'aurais voulu être, là, mais... ce que j'aurais voulu être, quelqu'un avec des compétences et des talents plus grands que je possède. Eh bien, merci beaucoup, M. Bernard, et merci beaucoup à vous aussi d'avoir assisté à cette première de Rayon d'influence enregistrée à la bouquinerie L'Oméga. Nous vous reviendrons, comme je vous l'ai dit, à chaque semaine avec 2 invités du monde littéraire. Sur ce, bonne soirée.